Bonjour à tous. Aujourd'hui, on répond à vos questions à l'occasion des 5 ans de la chaîne. Bonne vidéo. Donc nous allons commencer avec la première question. Quel est le personnage le mieux écrit selon vous? Alors selon moi, le personnage qui a eu le droit au meilleur développement est bien sûr Étoile de Feu, de par sa longévité, son importance capitale pour la suite de la saga, et juste que c'est le personnage principal de la guerre des clans quoi. Quel personnage de la guerre des clans t'a le plus marqué et pourquoi? Moi, j'ai beaucoup aimé Œil de Jet, même s'il est un peu aigri, car malgré le fait qu'il soit aveugle, il se soucie des autres et est très sage. Je l'admire vraiment, il m'a beaucoup marqué. Quel est votre chef préféré? Je pense que la chef qui m'a le plus marqué est Étoile Bleue. Son histoire est vraiment originale. En tout cas, c'est la première à avoir eu des chatons avec un chat d'un autre clan. Et son choix de justement ne pas les garder est très original. Elle a tant sacrifié pour devenir chef. Et une fois qu'elle l'était, elle a continué à servir son clan et est morte noyée en protégeant son clan à l'image de toute sa vie. Donc attention, là on va aborder une question qui se rapporte au cycle 7. Donc si vous n'avez pas lu tous les livres qui sont sortis en français, sautez cette question parce que c'est vraiment des énormes spoilers. Avec les événements de l'arc Le Code Brisé, donc le cycle 7, est-ce que Pelage de Granit mérite de faire partie du top 3 des meilleurs antagonistes de la guerre des clans selon vous? Donc je ne sais pas si Pelage de Granit entrera dans le top 3 des pires méchants, mais je suis persuadée que cet antagoniste est très prometteur et va beaucoup plus nous marquer que les derniers antagonistes de la série. Déjà, le fait de le faire revenir est une idée extrêmement originale et ce personnage, si on peut ainsi dire ça, méritait de revenir car son histoire n'avait pas vraiment été finie et il est parti trop tôt. C'est pourquoi je comprends et même j'approuve le choix des Erin et je pense que cet antagoniste a un très bel avenir dans les tomes à venir. Quels sont tes hors-séries préférés et lesquels conseilles-tu? Donc globalement, j'ai vraiment trouvé que tous les hors-séries sont vraiment bien. Donc avec les hors-séries, on en apprend vraiment à connaître un personnage en particulier et on s'y attache énormément. Alors que dans les cycles, on a tendance à vraiment survoler tous les personnages secondaires. Et donc c'est vraiment difficile de choisir le meilleur. Je dirais que La Vengeance d'Étoile Filante a été celui qui m'a le plus dépaysé, car on apprend vraiment la vie dans le clan du vent et toutes ses traditions avec les guerriers divisés en coureurs d'Iland et creuseurs. Et toutes ces traditions ont finalement été perdues pendant le voyage jusqu'au lac, ce que je trouve vraiment dommage. Après, la prophétie d'étoile bleue a été celui qui m'a le plus ému, déjà du fait qu'on apprend vraiment à connaître Lune Bleue grâce à presque 600 pages de pur bonheur et aussi grâce à son histoire extraordinaire. Mais c'est pas non plus pour ça que je trouve que les hors-séries les plus récents sont moins bien, car j'ai aussi beaucoup aimé L'ombre de Cœur du Tigre, qui nous plonge là carrément dans un autre mode de vie, ainsi que L'espoir de poil d'écureuil. Donc les hors-séries sont vraiment une autre façon de voir la guerre des clans, de rencontrer un personnage, un clan, un autre mode de vie. Donc si je devais te conseiller un hors-série, en fait, je te les conseillerais tous. Quel est votre livre préféré, y compris les hors-séries? Mon livre préféré est comme beaucoup Retour à l'état sauvage. Cependant, c'est dur de me prononcer sur la question car il faut savoir que j'ai lu une première fois la saga vers 10-11 ans, puis j'ai fait une relecture en troisième je crois, donc ça commence à être assez loin pour moi, mais donc mon préféré ça serait le premier tome bien sûr. Et quel est ton deuxième livre préféré? Alors, hors la guerre des clans qui a une place spéciale dans mon cœur, je pense que ça serait Hunger Games ou bien un livre que j'ai lu récemment, Le barman du Ritz, qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi le clan des étoiles ne fonctionne pas comme les autres clans? Chef, lieutenant, médiateur, etc. Donc le clan des étoiles est vraiment un lieu mystérieux dans la guerre des clans, même s'il a tendance à moins l'être dans le dernier cycle. Nous n'avons pas vraiment d'informations sur son fonctionnement, mais c'est vrai, nous savons qu'il ne fonctionne pas comme les clans, parce qu'il n'y a pas de grade par exemple. Les chats gardent leur âge à leur mort durant toute leur vie au clan des étoiles. On ne pourrait pas par exemple condamner Petite Écume, la fille d'Étoile Bleue, morte en bas âge, à rester chaton dans une pouponnière version clan des étoiles durant toute sa vie finalement, enfin durant toute sa mort. D'autant plus qu'elle est là depuis beaucoup plus longtemps, de chats comme par exemple Étoile de Feu, donc elle est plus vieille finalement
en maturité, en esprit, mais au clan des étoiles, son corps est plus jeune. Donc ça n'aurait pas de sens de hiérarchiser le clan des étoiles, puisque personne ne pourrait aussi rendre légitime leur choix. Dans les clans, le pouvoir du chef vient du clan des étoiles. Mais s'il y avait un super chef dans le clan des étoiles, par qui son pouvoir serait-il rendu légitime? Le clan des étoiles est très mystérieux, mais on sait quand même qu'il ne fonctionne pas comme les autres clans, ce qui est normal car sinon il aurait des tonnes de chefs et de lieutenants, et le chat serait forcément en désaccord. De plus, qui choisirait le chef de celui-ci? Le plus ancien? Et si c'était un chaton? Il ne pourrait pas non plus avoir de patrouille frontalière, car pas de frontières à surveiller. Les chefs sont, j'imagine, contents de pouvoir s'y reposer, et s'ils devaient faire indéfiniment la même chose que lorsqu'ils étaient vivants, cela les lasserait. Non, le clan des étoiles ne peut pas être hiérarchisé, car c'est un havre de paix pour tous les chats. La guerre des clans ne te fatigue jamais? Ne sens-tu jamais une certaine redondance, ennui ou des facilités scénaristiques dues aux éditeurs qui mettent la pression aux héroïnes? Alors, évidemment que c'est une question à laquelle on pense souvent, car la guerre des clans, c'est comme toutes les marques. Quand ça devient un succès, il faut capitaliser dessus, quitte à écrire pour vendre. L'aspect commercial est donc évidemment important pour la guerre des clans. Mais étant donné que je lis la guerre des clans pas souvent, c'est-à-dire tous les 4-5 mois, non, je ne sens pas d'ennui, c'est toujours avec plaisir que je le lis. Alors bien sûr que comme c'est de la littérature jeunesse, il y a des facilités. C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos, pour relever les qualités, mais aussi les défauts. Donc peut-être que la guerre des clans aurait besoin d'une petite pause, quelques années après le cycle 10, que les héroïnes se demandent ce qu'elles veulent faire en prenant leur temps. Je trouve que cela dépend aussi des cycles. Par exemple, le cycle 7 est assez original, avec l'imposteur. Le cycle 5 aussi, car il se passe avant le cycle 1. Mais il est vrai que certaines batailles et histoires se ressemblent, car il est quand même compliqué d'écrire autant de livres en trouvant de nouvelles intrigues à chaque fois. Faut-il lire les hors-séries avant ou après les cycles? Très bonne question. Alors je vous conseille d'abord de lire et de finir le cycle que vous lisez en entier, et ensuite de lire les éventuels hors-séries qui se déroulent pendant ce cycle. Donc par exemple, au début de la saga, on lira d'abord le cycle 1 en entier, et ensuite les hors-séries sur Étoile bleue, Étoile balafrée, Croc jaune ou encore Étoile filante, avant de lire et d'enchaîner avec le cycle 2. Et donc je pense qu'on va publier dans peu de temps une vidéo plus détaillée où on vous expliquera en détail dans quel sens lire la guerre des clans, car vous êtes sûrement un peu perdu avec autant de livres et on ne sait pas trop forcément dans quel sens les lire pour tout comprendre à chaque Oui, fois. donc on va vraiment faire une vidéo où on inclura aussi les romans illustrés et les nouvelles, ça sortira prochainement. Comment voyez-vous l'avenir de la saga? Alors moi déjà j'ai très hâte qu'on finisse le cycle 7 parce qu'il est assez original et je vois plutôt un bel avenir. À voir ce que le cycle 8 nous proposera parce que ça a l'air assez différent mais je me suis pas du tout fait spoiler donc j'ai vraiment très hâte. Et donc l'avenir pour l'instant s'annonce très sympa. Et même de toute façon les personnes qui aiment pas les nouveaux cycles peuvent toujours relire les anciens cycles donc ça me pose pas de problème. Pensez-vous qu'un cycle 10 serait une conclusion idéale et souhaitez-vous que cela ne s'arrête jamais? Donc, comme j'ai dit à une question plus haut, je trouverais que après le cycle 10, il serait temps de faire une pause, une grosse pause pour que les héroïnes se demandent vraiment où va l'univers, quoi faire avec leurs personnages, enfin qu'elles aient vraiment plus de temps pour réfléchir plutôt que de écrire en permanence en fait, parce que là ils n'ont pas forcément le temps de, de prévoir toutes les histoires. Et donc que ça s'arrête, je pense que j'aimerais bien que ça s'arrête parce que toute saga a une fin, tout livre a une fin, tout film a une fin, donc à un moment il faut savoir dire adieu à ces personnages qu'on a suivis pendant des années et je pense qu'avoir une bonne conclusion, une vraie conclusion, ce serait le meilleur moyen de leur rendre hommage. Comment avez-vous découvert la guerre des clans et quand? Alors précisément, je ne sais pas exactement, je me souviens que mon frère avait commencé à son entrée au collège et que quelques temps après, c'était à mon tour. Donc je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais je lui suis reconnaissant pour m'avoir initié. Il les empruntait au CDI du collège, mais à un moment, il n'avait plus la suite. Donc il a acheté la suite et je me souviens qu'il recevait à Noël les derniers tomes du cycle 4 quand ils sortaient. Donc je devais avoir 10 ou 11 ans. Pour moi, je pense que c'était un petit peu plus tôt, vers CM1, CM2, parce que c'était mon frère de toute façon
qui me conseillait et qui me conseille d'ailleurs toujours ce que je lis finalement. Et donc il m'a montré cette série, j'ai commencé à lire et j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Alors moi, j'ai commencé aussi un peu plus tôt que mon frère, donc vers CM1, vu que j'avais déjà mes deux frères et ma sœur qui lisaient, donc ça devait être bien apparemment. Et du coup, bah voilà. Envisagez-vous de lire en VO? Alors, je suis actuellement en train de lire le nouveau guide complet illustré qui est en anglais. Je trouve ça assez facile à lire. Enfin, c'est pas écrit de façon trop dure, c'est compréhensible. Il faut avoir un minimum de niveau d'anglais et admettre qu'on ne connaît pas tout et donc sauter certains mots pour ne pas passer 10 minutes sur chaque page. Mais il m'arrive aussi de noter dans un carnet des nouveaux mots pour les traduire ensuite. Et donc, je vous conseille, même si c'est un peu dur au niveau des noms, de vous lancer dans la lecture de petits textes à garder l'écran, pas forcément des nouveaux livres du cycle 7 parce que vous risquez de passer à côté d'informations importantes, mais au moins, je sais pas si vous voulez relire le premier tome ou des petites nouvelles en anglais, je vous conseille vraiment, ça améliorera votre anglais. Vous connaissez WCUE? Alors je connais de nom, mais je n'y ai jamais joué. Nous on est plus jeu sur console que sur ordi. Quel est le matériel que vous utilisez pour vos vidéos? Alors on fait nos vidéos vraiment de manière très simple, en utilisant finalement qu'un ordinateur avec des applications qui sont gratuites dessus. Donc on commence par écrire le contenu de la vidéo sur une feuille, puis on s'enregistre avec l'application Dictaphone sur Mac, et ensuite on fait un PowerPoint avec différents visuels qu'on veut montrer, et enfin on superpose tout ça en faisant avec un petit peu de montage sur l'appli DaVinci Resolve. Vous êtes combien? Donc on est trois, même si au début l'idée venait seulement de deux d'entre nous. Et ma petite sœur a fait sa première vidéo en 2022. C'est moi. Est-ce que vos parents vous aident? Alors pas du tout, on fait ça vraiment nous-mêmes. Alors, ils nous aident pas, mais c'est eux qui ont accepté qu'on fasse une chaîne, donc on ne les remerciera jamais assez, même si c'est souvent un peu tendu entre nos loisirs et le travail, notamment pour certaines. Certains. Encore aujourd'hui, notre père regarde toutes nos vidéos, c'est notre fan numéro un, alors que c'est plus irrégulier pour notre maman chérie. Quelle est la vidéo dont vous êtes le plus fier? Alors, je vais tricher parce que j'ai plusieurs vidéos dont je suis très fier, parce que mes vidéos sont tellement bien. Déjà, celle sur les messagers du dragon qui a introduit notre nouveau concept de faire une partie spoiler. Donc même si j'ai pas lu la suite de la série faute de temps, j'ai le souvenir d'avoir bien travaillé ma vidéo, même si ça a été un gros flop. Ensuite, l'analyse d'Into the Wild de les Little Dragon Studio que j'ai tourné très vite après la sortie et qui a été assez approfondie, où j'analysais les plans de l'épisode. Je suis aussi fier de la vidéo des 1000 abonnés et du montage retraçant l'histoire de la chaîne. Ça n'a pas fait beaucoup de vues, mais je suis très content du résultat, seuls les vrais l'ont vu. Et il est encore temps de la rattraper pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le montage. Et enfin, ma dernière vidéo sur Ténèbres intérieures où j'ai quand même fait 12 minutes sur une sortie de livre où j'ai relevé pour analyser des passages spécifiques du livre. J'en suis très fier car elle m'a demandé beaucoup de travail et je suis très content du résultat. J'ai aussi fait une miniature assez originale pour la chaîne. Moi, ma vidéo dont je suis la plus fière, c'est je crois celle sur le tome L'Imposteur, car j'essaie vraiment d'analyser de façon la plus complète possible ce tome. Ma vidéo dont je suis la plus fière est la dernière que j'ai sortie, donc celle sur Voile d'ombre, car j'ai vraiment mis du cœur et du plaisir, et j'ai cru comprendre dans les commentaires que vous l'avez aussi aimé, donc ça fait très plaisir. Votre meilleur souvenir de votre chaîne? Je pense que c'est quand même d'avoir réuni autant de personnes talentueuses pour nos deux maps, en particularité la dernière Waiting for Love qui est magnifique, et aussi bien sûr les moments que nous partageons avec vous, c'est-à-dire les loups-garous, la guerre des clans. Est-ce que vous regrettez une de vos vidéos? Il y a bien une vidéo que je n'aime pas beaucoup, qui est pas folle, c'est la vidéo classique du test non gras de la guerre des clans. En fait, on s'était dit que c'était bien d'en faire une parce que tout le monde en faisait, et elle avait plus vocation à attirer des gens, c'est-à-dire à faire des vues, pour ensuite que les gens puissent découvrir des meilleures vidéos, qu'à être vraiment une bonne vidéo. C'est un peu une vidéo basique qui n'est pas vraiment, enfin dont on n'est pas très très fier. Et après moi, je suis pas très fière de la vidéo que j'avais fait sur Gardien des cités perdues, parce que franchement, ces livres ils sont vraiment top, j'avais vraiment beaucoup apprécié, et j'ai regardé ma vidéo il y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que elle était pas folle, j'avais pas beaucoup analysé, c'était rapide, beaucoup trop rapide en tout cas pour ce qu'est Gardien des cités perdues. Pourquoi avez-vous commencé YouTube?
Alors, pourquoi est-ce qu'on a commencé YouTube? C'est une excellente question. Avec du recul, je pense que c'était surtout pour s'occuper en plein confinement. On était à l'âge où on découvrait vraiment YouTube, on commençait à regarder des vidéos, et puis on s'est dit, pourquoi pas nous? Why not? Pourquoi faire des vidéos sur LGDC et pas d'autres livres? Alors à cette période, on venait d'avoir commencé l'écriture de notre livre sur Étoile du Passereau. Alors avec notre chaîne YouTube, il nous a semblé vraiment naturel de faire ça aussi sur la guerre des clans. Sur le moment, on s'était pas vraiment posé la question finalement. Et je pense que c'est aussi parce qu'il nous fallait une saga qu'on avait tous les deux lue, qui paraissait encore actuellement, et où il y avait vraiment de la matière avec beaucoup de livres, où on ne pourrait jamais finalement être à court de sujets. Oui, c'est quand même plus simple d'avoir un truc qui sort toujours, où on peut traiter de l'actualité que des livres plus anciens. Quelle a été votre première vidéo? La première vidéo est toujours visible, c'est l'introduction de la chaîne qui est sortie le 22 mai 2020 exactement. Forcément, quand on grandit, on a un peu honte, on est gêné de sa voix d'avant. On a hésité à le faire pour certaines, c'est-à-dire de les mettre en privé, mais on a voulu que quasiment toutes les vidéos d'avant soient visibles pour montrer que tout n'a pas été parfait dès le début, qu'il y a eu de la progression. Et donc, c'est vrai que les vidéos de la première année ne sont pas hyper travaillées et recherchées, mais on veut quand même les mettre pour que les gens puissent voir notre évolution au fil des années. Quelque chose que vous aimeriez faire sur cette chaîne? Je pense principalement faire plus de vidéos avec d'autres créateurs de la guerre des clans, car c'est sympa à faire et ça assure en quelque sorte le futur de la guerre des clans sur YouTube, car nous n'allons pas continuer à l'infini, c'est normal qu'une nouvelle génération prenne le relais, donc on aimerait bien être la passerelle, si je puis dire, entre deux générations. C'est vrai que le renouvellement des créateurs de la guerre des clans commence à être un problème. Il y a peu de chaînes la guerre des clans qui durent dans le temps, donc je connais principalement que la nuit des clans et nous-mêmes. Et donc les gens sur YouTube changent environ tous les 2 ans, car ils grandissent et changent le contenu de leur chaîne, ou arrêtent complètement, ce qui est légitime. Et il y a aussi beaucoup plus de shorts, mais le danger des shorts, c'est que avec les shorts, on crée une communauté beaucoup moins engagée, qui regarde et qui ne s'attache pas vraiment à la personne, et plus au contenu. Enfin, au contenu rapide, donc les chaînes shorts qui veulent passer aux vidéos ont souvent du mal. Quels sont les projets pour votre chaîne YouTube? Donc alors là, on va pas vraiment rentrer dans les détails de tous nos projets qu'on a eu parce qu'on l'a déjà fait. Et car la vidéo est déjà assez longue comme ça. Oui, et donc déjà, on l'a fait donc sur notre live, et donc on va publier cette partie en short pour ceux qui veulent juste voir quelques extraits. Parfois un live, c'est pas très drôle à regarder après, parce que c'est moins dynamique qu'une vidéo qu'on sort. Est-ce que vous allez montrer vos visages? Alors c'est pas prévu pour tout de suite. Mais je pense que si un jour on montre nos visages, ce sera pour la dernière vidéo de notre chaîne, pour vous remercier de votre soutien. Ne commencez-vous pas à peut-être un peu vous lasser de LGDC, surtout après 5 ans? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on commence forcément à un peu se lasser de la guerre des clans, parce qu'on grandit, parce que la série se répète, etc. Donc si on avait dû créer, je pense, aujourd'hui, une chaîne YouTube, ça aurait pas été sur la guerre des clans. Je pense pour moi, ce serait sur les romans jeunesse en général, et pour mon frère, sur le cinéma. Mais on s'est tellement finalement intéressé à la saga qu'on continue à avoir des idées. Et à chaque fois qu'on lit un nouveau tome, on est toujours aussi émerveillé qu'il y a 5 ans, je pense. Donc c'est vrai qu'on ne les lit plus avec notre regard enfantin, où on trouvait tout génial, mais plutôt avec un regard beaucoup plus critique, en tentant de comprendre plus le récit en profondeur. Mais ça ne rend pas du tout la lecture moins plaisante, moins intéressante. Un gâteau pour fêter ça? Vous nous invitez? Je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, ça serait drôle. Allez-vous rencontrer vos abonnés? En vrai, vous savez, on y a pensé justement aux dernières vacances avec mon frère. Ce serait vraiment quelque chose qu'on adorerait, mais bon, dans la mesure du raisonnable, ce serait compliqué. Enfin, on aimerait le faire dans une autre vie, quoi. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas l'air très réalisable. C'est quoi tes Hercule Poirot favoris? Alors déjà, moi avec mon frère, on est les 2 seules personnes sur Terre à dire Hercule Poirot. On sait qu'on a tort, mais on changera pas. Alors j'ai lu vraiment beaucoup d'Hercule Poirot, et je pense que celui qui m'a le plus marqué, qui est à la fois pas du tout connu, c'est Le Noël d'Hercule Poirot. Même si j'aime aussi énormément Le Crime de l'Orient Express, qui est beaucoup plus connu, parce que ce livre sort vraiment de l'ordinaire. Pain au chocolat ou chocolatine? Perso, chocolatine. Désolée de pas être d'accord avec toi, mais pas en chocolat bien sûr. Bien sûr.
Le chat de votre profil a-t-il un nom? Alors oui, bien sûr, c'est Étoile du Passereau, le chat de notre fanfiction, qui a été dessiné en août 2020, donc ça remonte vraiment beaucoup par Mania, qui avait gagné notre concours. D'ailleurs, un immense merci à elle, car je sais pas si elle est encore là, je pense pas, mais son dessin est vraiment magnifique et donc c'est pour ça qu'on l'a gardé. Étoile du Passereau existe-t-il? Bien évidemment, c'est un vrai chef du clan des tonnerres, d'avant le cycle 1, mais évidemment qu'il existe. Ça veut dire que vous n'avez pas vu notre vidéo sur la fanfiction. Je suis très blessé. Pourquoi Étoile du Passereau et pas Étoile de Houx? Quand on a choisi notre personnage, on a vraiment énormément réfléchi. Parce qu'on voulait que notre livre puisse être comme un vrai hors-série, donc qu'il concorde avec l'histoire des Erin. Donc déjà, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que notre histoire devait se dérouler entre les cycles 5 et 1, pour garder une certaine liberté et écrire vraiment notre histoire, parce que tout ce passage avait finalement pas du tout été exploré. Et on trouvait intéressant dans cette période, spécialement l'élaboration du code du guerrier, que le cycle 5 n'avait pas du tout relaté, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avant qu'il sorte. Et donc on a choisi Étoile du Passereau car c'est un chef peu connu, donc on pouvait vraiment tout inventer, tout ce qu'on voulait, et qui avait aussi, qui apparaissait dans le guide illustré, donc qui avait vraiment une vraie histoire, un vrai chef. Avez-vous fait des changements majeurs durant l'écriture de l'ascension d'Étoile du Passereau qui auraient changé la fin ou bien le plot général? Des changements majeurs, non. Comme on l'a dit dans notre vidéo de la fanfiction qui est toujours disponible, au début on écrivait sans trame scénaristique, et à un moment il a fallu fixer où allait partir l'histoire, et on n'a pas vraiment changé depuis. On a fait quelques modifications mineures sur la mort de personnages par exemple. Comptez-vous remettre en vente des livres de l'ascension d'Étoile du Passereau en format papier? Malheureusement non, car on ne veut pas avoir de problème pour les histoires de copyright, on ne veut pas en faire trop. Donc on vous redirige sur Wattpad si vous voulez le lire. Ou bien sur nos livres audio si vous voulez aussi l'entendre. Ah oui, c'est vrai que la suite arrive en 2032. Et les voix sont extraordinaires. Allez-vous écrire un autre livre comme l'ascension d'Étoile du Passereau? Alors, honnêtement, on aimerait vraiment réécrire un livre. Ça nous manque vraiment de ne plus écrire, mais on n'a pas vraiment le temps d'écrire un autre livre. Mais peut-être que nous écrirons plutôt des nouvelles sur la guerre des clans, on ne sait pas encore. Ou quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre des clans, de la fantasy, de la science-fiction, enfin voilà. Quelles questions aimeriez-vous particulièrement entendre dans cette FAQ? Alors merci pour cette question déjà. Je l'attendais pour pouvoir parler de choses en particulier. Alors donc les questions que nous aurions, ce serait quels seraient les conseils à donner aux youtubeurs la guerre des clans qui commencent ou qui galèrent? Alors déjà, pour que ça marche sur YouTube, il faut être régulier. Pour que les gens attendent votre prochaine vidéo. Donc un mois entre chaque vidéo serait déjà bien pour commencer. Je vous conseille aussi de planifier vos vidéos, les tourner en avance, ne pas tout sortir en même temps. Mais je vous dirais aussi qu'il faut se faire plaisir, créer des concepts innovants, quitte à prendre des risques. Comment trouve-t-on l'équilibre entre faire des vues et se faire plaisir? Alors on a réussi ces derniers temps, je trouve, à trouver un équilibre parfait entre les vidéos à vue et les vidéos plus originales. Par exemple, on fait seulement un arbre généalogique par an, alors que c'est le concept qui marche le mieux, donc on pourrait en faire beaucoup plus. D'ailleurs, beaucoup nous demandent d'en faire plus, mais on se restreint volontairement, car bien que je suis sûr que ma sœur aime beaucoup les faire, c'est pas forcément très novateur et intéressant, parce qu'en ayant lu les livres, on connaît un peu voilà, l'arbre généalogique. Moi je suis pas d'accord. Oui, voilà. Ces vidéos servent à attirer les nouveaux pour qu'ils puissent ensuite découvrir autre chose sur notre chaîne. On a aussi, l'année dernière, vous avez dû le voir, changé les miniatures de quelques vidéos car elles n'avaient pas bien marché au début et donc changer les miniatures a pu leur donner un nouveau souffle. On essaye aussi de garder les anciens formats que vous aimez bien, donc comme pour vous donner envie de lire, même si ça marche moins bien, pour vous conseiller d'autres livres que la guerre des clans, car il n'y a pas que ça dans la vie. Et quelles seraient les chaînes à propos de la guerre des clans que tu pourrais nous conseiller? J'aimerais beaucoup vous conseiller des chaînes de la guerre des clans d'analyse, comme nous, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de chaînes plus orientées dessin, mais bon, ça, elles sont déjà très connues, vous pouvez en trouver par vous-même. Concernant les chaînes d'analyse, il y a la guerre des clans revue, donc qui est en train de percer, elle a presque 1000 abonnés, c'est une chaîne assez récente, elle a commencé en décembre 2023, mais elle réussit parfaitement à alterner entre ses maps et ses analyses.
Donc le seul problème est qu'elle lit en anglais, donc il faut bien faire attention avant chaque vidéo à pas se faire spoiler, mais son contenu est très très bien travaillé. Donc vraiment les analyses de la GDC Revue sont très bonnes, donc on vous conseille beaucoup ces vidéos. Sinon il y a deux chaînes plus petites qui ont émergé récemment, qui ont retenu mon attention, celle de Paul Brûlé et celle de Pelote de laine, la guerre des glands. Et voilà, c'est c'est enfin fini pour cette FAQ. On espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous aviez. Et donc, on va se retrouver aujourd'hui pour les gens qui font le loup-garou. Et sinon, sur YouTube, ça sera dans 2 semaines. À bientôt! À bientôt! Tchuss!